Merci Chanel Housteau, et on va parler évidemment de cette interview puisque le père de Emmanuel Macron dit également que son fils ne lui a pas souhaité son anniversaire. Donc c'est quand même très surprenant qu'un fils ne souhaite pas son anniversaire à son père, et c'est encore plus étonnant que le père le dise. Charlotte Dornelas est avec nous ce matin. Nous sommes également avec Élodie Huchard, Georges Fenech, Éric Nolot, Joachim Le Floch-Imad et Jean Dorido. Vous étiez venu une fois, vous êtes docteur en psychologie. Oui. Et comme j'ai lu une interview d'Alain Minc absolument sidérante sur le narcissisme pathologique supposé d'Emmanuel Macron, je voulais que vous interveniez tout à l'heure sur ce thème, et sur ce thème du narcissisme, parce que tout le monde dit de l'autre souvent que c'est un narcisse, un comédien, un homme politique, et parfois même un présentateur de télé. Je l'ai entendu. Ah oui, non, voyez. ça c'est exagéré. Ah oui, ça c'est Non, bon, ça, c'est étonnant, ouais. Après, il y a le narcissisme, mais pathologique. Qu'est-ce que veut dire pathologique? Bon, en attendant, donc cette interview du père d'Emmanuel Macron, c'est intéressant puisque c'est dans Le Progrès ce matin. Alors, ce que je retiens surtout moi de cette interview, c'est sa décision de dissoudre n'est pas venue du résultat des élections européennes. Il m'en avait déjà parlé 2 mois plus tôt. Non, mais c'est dingue. Donc ça, il y a 2 mois. Donc tu viens au secours de son fils pour dire que c'est pas les conseillers. Non, c'est Monsieur Macron qui avait décidé il y a 2 mois. Il y a 2 mois, avant les élections. Mais c'est ça que vous retenez, parce que moi je retiens qu'il a plus consulté son père que Gérard Larcher sur la dissolution. Ce qui, au regard de nos institutions, est, je trouve, un peu anormal. Enfin, peut-être il estimait en effet que l'Assemblée nationale était devenue ingouvernable. Que dit-il? Il y a une photo d'ailleurs du père d'Emmanuel Macron, qu'on va peut-être voir, cette photo. Si le RN montre en 2 ans qu'il est parfaitement incapable de gouverner, on peut espérer qu'il n'ira pas plus loin. C'est un peu ce que mon fils m'avait dit 2 mois avant les élections européennes. Mon fils a fait des choses originales, c'est vrai, mais il n'est pas suivi. C'est vrai aussi. Je suis déçu par certains ministres comme Bruno Le Maire. Donc, Monsieur Macron père n'est pas content de Bruno Le Maire. Bon, on ne sait pas pourquoi, qui retourne sa veste. Pas son fils. Son fils, il ne retourne pas sa veste. Je ne pense pas qu'il ait commis de grosses erreurs, peut-être des maladresses dans ses annonces. J'aurais voté Ruffin par défaut si j'étais dans sa circonscription, car je ne voterai jamais RN. Père d'Emmanuel Macron, jamais RN. Ça, il préfère voter LFI. J'aime bien Ruffin, il a un esprit assez ouvert, même s'il est parfois excessif et provocateur. 2 amis hainaut au pouvoir, ce serait amusant, dit Jean-Michel Macron. Et puis alors Mélenchon, il est fou. Les mélenchonistes sont d'une grossièreté insupportable. Donc voilà l'interview. Ruffin qui explique quand même que le fils de ce monsieur est enterré à la tête de l'État. Donc, oui, c'est assez cocasse. Il aurait pu voter pour... et vous avez raison, il aurait pu voter pour Ruffin, qui dit de son propre fils, c'est un taré qui est à la tête de l'État. Non, mais mieux que ça, il demandait à le décapiter, symboliquement certes, et il disait, c'est Louis XVI. On n'est plus à une incohérence. Non, mais c'est dément. Mais pourquoi cette interview? Parce que forcément, Monsieur Macron père a l'aval de Monsieur Macron fils pour donner une interview dans Le Progrès. Nous sommes d'accord. Pourquoi cette interview? Charlotte Dornelas, comment vous la décodez? J'en sais rien, moi. Peut-être que le père a décidé de prendre la parole tout seul, non? Parce que pour aller raconter que son fils lui a pas souhaité son anniversaire, c'est quand même étrange. Quand t'es le père du président de la République, a priori, tu fais attention à ce que tu dis. Il a peu parlé. Par exemple, il a peu parlé, Monsieur Macron. C'est la première fois, moi, que je crois. Justement, c'est ça qui est très étonnant. Oui. C'est qu'on ne le connaît pas du tout. C'est pas comme si c'était un personnage. Ça pourrait être un personnage, le père du président de la République. On le découvre à cette occasion. Il avait parlé avant la présidentielle. Il y a un mélange des genres dans ses réponses. Est-ce que c'est une interview politique? Et puis, alors, de dire, mon fils m'a pas... Alors ça, c'est terrible. C'est quand même très bizarre. Mon fils m'a pas souhaité mon anniversaire. Bon. Là, il faut se tourner vers le psy, hein, pardon. C'est ça, monsieur le psychologue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un fils, un père qui prend la parole pour dire mon fils ne m'a pas souhaité mon anniversaire? Ce qui, honnêtement, parce qu'on est tous ici, c'est très intéressant. Mon père est de 35. Il n'y a pas une fois, il est né le 9 mars. Il n'y a pas une fois de ma vie où je ne lui ai pas souhaité bon anniversaire. Hein. C'est jamais arrivé. Alors, et je peux dire la même chose pour ma mère. Et mes enfants aussi. C'est un gros morceau, les relations parents-enfants, en psychologie, ça remplit des volumes entiers. Là, oui, manifestement, il y a quand même dans cet exercice peut-être... très encadré ou pas, parce que je rejoins l'avis de madame, c'est vrai que après tout, ce monsieur peut tout à fait, c'est quand même un monsieur, c'est pas lui faire offense de rappeler qu'il a quand même un certain âge, et les journalistes sont quand même rompus à ce genre d'exercice, d'obtenir des interviews de l'un vous répondez pas vraiment ou de à la l'autre. question. Et non, mais manifestement, il est quand même chagriné que son fils, quand même, ses papas n'est pas content, il distribue les bons points, les mauvais points, c'est vraiment la figure patriarcale, le mot est à la mode, dans toute sa splendeur ou son horreur, selon les... Bon, on va pas faire des heures là-dessus, mais c'est vrai que c'est une interview qui est à lire dans le Progrès. Et autre interview, moi, qui m'a beaucoup intéressé, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, c'est Alain Minc. Alors ça, cette interview est absolument formidable.
Elle est formidable à bien des égards. Bon. D'abord, il répond à une phrase qui avait été dite d'Emmanuel Macron en disant les Français seront responsables. Emmanuel Macron a dit les Français seront responsables de ce qui se passe après l'élection législative. C'est eux qui seront les responsables. Alain Minc dit c'est une phrase honteuse. Nous sommes déjà dans la démocratie psychologique, dans la démarche psychologique qui va permettre à Emmanuel Macron de s'exonérer de toute responsabilité. Il a créé les conditions du désastre, il en est le responsable. Bon. Il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à exclure sa responsabilité sur tout ce qui va mal. Je connais plein de gens comme ça qui passent leur temps, c'est jamais de leur faute. Mais chez Emmanuel Macron, c'est à un niveau XXL. Bon. Après, il dit quand un homme que l'on suppose intelligent et qu'il l'est prend une décision d'une absolue bêtise, c'est que la dimension psychologique a pris le pas sur la réflexion de la raison. Emmanuel Macron est parmi les dirigeants des dernières décennies celui par lequel la psychologie est la plus déterminante. Cette dissolution est le résultat d'un narcissisme poussé à un état presque pathologique, ce qui conduit au déni du réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce que ça veut dire, c'est que nos décisions passent pour être des décisions rationnelles, surtout dans les milieux de pouvoir. Et là, il y a cette espèce d'idée, comme ça, depuis toujours, même en économie, que les individus agissent de façon rationnelle, pèsent le pour et contre et prennent leurs décisions. La psychologie nous apprend depuis longtemps qu'il n'en est rien, bien évidemment, puisque l'émotionnel, l'affectif, donc par essence l'irrationnel, a une part très importante dans la prise de décision. Et alors, pour faire écho au narcissisme qu'évoque Monsieur Minc, si vous voulez, en psychologie, on a identifié depuis longtemps ce que les psychologues appellent la triade noire. La triade noire, ce sont 3 traits de personnalité qui se retrouvent très fréquemment chez les personnes de pouvoir, le top management des grandes entreprises, les personnages politiques. Cette triade noire, c'est narcissisme, machiavélisme et psychopathie. Et bien sûr, le cocktail ensemble est assez détonnant. Moi, je vais y aller. Si on creuse un peu pour apporter quand même quelque chose. Psychopathie, c'est quoi ? Absence Alors de voilà, justement, sentiment, le psychopathe. On ressent rien. Alors merci Pascal Praud de m'aider à préciser. C'est une idée fréquemment répandue au grand public d'imaginer que le psychopathe ne ressent rien. C'est pas vrai. Le psychopathe n'a pas d'empathie. En revanche, un psychopathe qui va martyriser quelqu'un, il jubile. Il ressent un plaisir très intense, une joie évidemment toxique à voir à quel point... Donc c'est un pervers. Alors, ça va souvent de pair. Ce n'est pas systématique. Pour autant, les recherches... Et vous pouvez juger, vous, quelqu'un, par exemple, comme Emmanuel Macron, sans l'avoir eu en face de vous. Est-ce que vous pouvez juger là aussi, merci de votre aide. C'est toujours très, très compliqué quand on n'a pas... On fait passer des tests. En fait, la psychologie fonctionne par étude expérimentale. Et donc, on prend des publics variés et on fait remplir des échelles de personnalité. Vu de l'extérieur, on tombe... dans ce qu'on appelle... Est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron est comme tous, comme François Mitterrand, comme Valéry Giscard d'Estaing, comme tous ceux qui ont été, comme Charles de Gaulle, pourquoi pas ? Est-ce que voilà, faut forcément une dose de narcissisme important pour ces hommes de pouvoir ? Est-ce que vous diriez qu'au fond, tous les hommes de pouvoir sont comme ça, ou est-ce qu'il y a chez lui quelque chose de différent ? Alors, tous, effectivement, manifestement, remplissent cette triade noire. Et sur le côté, si vous voulez, complètement irrationnel et peut-être même ce côté, je dirais, un peu coup de sang de la dissolution, ce n'est pas, contrairement à ce que pense M. Minc, le résultat du narcissisme, on serait plus dans le résultat d'une hypothétique psychopathie, puisque le psychopathe, il est réputé pour agir de façon très impulsive. Le psychopathe... Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, selon vous, Emmanuel Macron est dangereux ? Alors, c'est évidemment pas ce que je dis. Simplement, si on essaye... que c'est un psychopathe, vous me rassurez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a l'article 16 qui traîne quelque part. Donc, je me dis, si cet homme si cet homme n'accepte jamais le réel, qu'il n'accepte pas le... Ce sont des psychopathes qui sont parfaitement intégrés dans la société. Voilà. Bien sûr. S'il n'accepte pas le réel, s'il n'accepte pas le verdict des urnes... Et même certains ont beaucoup de succès. Oui, mais si cet homme n'accepte pas le verdict des urnes, si cet homme, quoi qu'il arrive, veut... que imposer sa volonté aux... Moi, je peux être... Ce que je peux vous dire, en danger, quoi. Pascal Praud, c'est que le psychopathe, après chacun, ma foi, se fait son avis sur les uns sur les autres. Le psychopathe, parmi ses caractéristiques, il n'a pas d'empathie, il agit de façon très impulsive, il a une intolérance très forte à la frustration, c'est ça qui le rend fou, c'est quand ça ne se passe pas, et il est intolérant à la critique. Contrairement au machiavélique, Monsieur Mitterrand, jadis, a été qualifié de Machiavel. Le machiavélique, si vous voulez, il agit de façon très réfléchie. Le psychopathe, il agit de façon impulsive et il est intolérant à la critique. Bon, alors écoutez, et alors votre diagnostic Non, impossible. C'est impossible. Quelqu'un qu'on voit de l'extérieur. alors, il y a une phrase que je trouve absolument géniale.
c'est la fureur que je ressens chez Alain Minc, la fureur que je ressens, vous l'entendez chez beaucoup d'autres, tous ceux qui lui ont mis le pied à l'étrier sont effondrés. C'est-à-dire que leurs marionnettes, c'est ça que je décode la phrase d'Alain Minc, notre marionnette nous a échappé. On a créé un monstre. Je le décode comme ça. Je le décode comme ça. Peut-être ai-je tort. On est Gepetto, on avait fait Pinocchio, et il agit tout seul. Oui, et on est effondré. Là, c'est plutôt le docteur Frankenstein. Ou le docteur Frankenstein. Mais cette phrase est formidable. Tous ceux qui... Parce qu'en fait, il valide la théorie que Macron est le produit d'une certaine élite, Jacques Attali, Minc, tous ces gens-là, il valide ça. On lui a mis le pied à l'étrier, et on est effondré de ce qu'il sait. Il devait servir d'une certaine manière ou nos intérêts ou notre idée. C'est incroyable cette phrase. Non, la phrase est très claire en fait. Ah, c'est un aveu. Mais c'est un aveu incroyable. Moi, je vous assure, cette phrase, elle est absolument incroyable à la Minc. Et puis alors, il dit quand tout le monde lui tournera le dos, il faudra bien s'occuper de lui. Ça, c'est plus mystérieux, ça. Vous voyez, je vous assure, mais cette interview est. Je ne vais pas dire que cette interview est folle, alors, et puis il termine en disant, comme dans les drames shakespeariens, la fin efface le reste. Si le RN accède au pouvoir, c'est ce qui restera de l'aventure macronienne. La vie politique est comme la vie. On juge sur la dernière étape. Macron, ce sera Napoléon III précédent. Là encore, la dimension psychologique ressurgit. Depuis 7 ans, il s'essaie avec succès à rendre la France business-friendly et il a passé ces dernières années à préparer les Jeux Olympiques à Paris. Vous voyez là qu'il commet un geste qui ramène la France à ses mauvais démons, suscitant la méfiance du monde économique, et il casse son joujou que sont les Jeux Olympiques. Il n'y a pas beaucoup d'autocritique chez M. Minc quand même. Non mais c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup d'orgueil quand même chez M. Minc parce que Emmanuel Macron n'est pas seul responsable de la colère qui s'exprime aujourd'hui dans les urnes. Ça fait quelques années qu'elle traîne quand même. Et il a été plus présent au niveau du pouvoir que Emmanuel Macron ces dernières décennies. Charlotte Dornelas. Bon. Donc il pourrait faire son autocritique. Ce serait intéressant que quelqu'un vienne nous donner son avis sur Alain Minc. Je vais vous dire, ces gens-là, nous vivons avec eux depuis des années. Il n'y a jamais d'autocritique. Oui, jamais. J'ai le sentiment que nous sommes différents. Enfin, chez les journalistes, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, très souvent, j'ai dit j'étais mauvais, je ne suis pas bon, j'ai fait une mauvaise interview. Sur un plateau, j'ai dit des choses qui n'étaient pas malignes. Je me suis énervé, j'aurais pas dû m'énerver. Quand je passe mon temps à dire quand je suis allé au Sénat, j'étais très mauvais, c'est de ma faute, c'est pas de la faute des autres. C'est de ma faute à moi, j'étais pas bon. Voilà. Mais alors eux, sur les choix idéologiques, chez les journalistes, il n'y a pas beaucoup d'autocritique. Vous n'êtes pas la norme. Idéologiquement, on peut avoir un rapport à soi-même. Oui, les journalistes qui se trompent depuis 40 ans. On peut avoir un rapport à soi-même et dire j'ai plus d'échecs que de réussites. Souvent, ça n'a pas marché. Et c'est pas très grave, monsieur le psychologue, de dire ça n'a pas marché. On distingue en psychologie, si vous voulez, le déclaratif de ce que la personne pense dans le fond, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'art du mensonge, par exemple, est très pratiqué par cette triade noire, narcissisme, psychopathie, machiavélisme. Et une personne, si vous voulez, pour peu qu'elle soit intelligente, peut tout à fait faire son autocritique. On le voit beaucoup chez les politiques qui font leur mea culpa, qui disent j'ai changé, j'ai compris, qui en réalité, dans le fond, n'en pense pas le moindre mot. La culpabilité, par exemple. Alors ça, chez le psychopathe, elle est absente, totale. Parce que les gens normaux, ils se sentent coupables. Ça arrive. Oui, souvent même. Au minimum, je peux pas dire tout le temps. Honte et culpabilité, ce sont deux émotions très différentes qu'on retrouve chez beaucoup ils se disent voilà, j'ai pas, par exemple, j'ai pas fait assez avec mes enfants. Voilà, souvent ils se disent ça. Ils prennent leurs responsabilités précisément sur tout ce qui arrive. Alors la culpabilité, ça existe. Le psychopathe, si vous voulez, c'est sans vergogne, ni honte, ni culpabilité, aucune gêne. Le sentiment de gêne lui est complètement étranger. Là, on bascule dans le narcissisme. Il y a une très haute estime personnelle, une très haute opinion de soi. Et donc, si vous voulez, par principe, déjà, la personne pense que tous les autres sont vraiment des personnes insignifiantes, des moins que rien. Et donc, si vous voulez, ça plus ça... Plus que narcisse, je dirais plutôt un ego. Pour être chef d'État, pour pouvoir présider un pays comme la France, il faut avoir une idée de soi au-dessus de tout. Mais ce qui caractérise, au fond, le chef de l'État français, c'est qu'il n'a pas de responsabilité devant le pays, en réalité. Et donc, souvenez-vous de cette phrase de Macron disant qu'il vienne me chercher. Vous vous souvenez de cette phrase? À propos de M. Benalla. À propos de l'affaire Benalla. C'est-à-dire qu'il est dans une situation d'irresponsabilité politique. Et quand il a sa majorité, tout va bien.
Mais quand il n'a plus de majorité, là, ça devient plus compliqué. Le psychopathe est sans limite et ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est ce qu'il a envie. Monsieur Fourgous me dit ça. Il est docteur en psychologie et c'est un ex-député. Bon. Non, il y a autre chose dans l'interview d'Alain Minc. Entendons-nous bien. Moi, je ne dis pas que Emmanuel Macron est psychopathe. Hein. Je ne dis pas. Je cherche à comprendre et je rebondis sur ce que dit simplement Monsieur Minc qui le connaît bien. Oui, mais Monsieur Minc dit autre chose. Il dit que Monsieur Macron n'écoute personne, en fait. Ouais. Pas Monsieur Minc, pour commencer. Il a l'air d'en être très frustré. Très désolé, mais qu'il n'écoute absolument personne. Il en parle à son père. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bien de parler à son père. Enfin, quand on est président de la République, on aimerait qu'il consulte un peu plus avant de prendre des décisions aussi radicales que la dissolution. Voilà. Bon. Il a consulté Gérard Larcher. Il lui a passé un coup de téléphone pour l'informer. Pas pour le consulter. Alors, ça a duré quelques secondes. Voilà. Mais moins qu'avec son père. Emmanuel, alors je termine avec Alain Minc parce qu'il dit autre chose parfois qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, il dit, alors ça concerne pas forcément Emmanuel Macron, il dit quand j'avais dit en 2022 que je soutiendrais Valérie Pécresse au premier tour, j'avais donné une raison, ce job sans équivalent dans le monde est tel qu'au bout d'un mandat, on est épuisé intellectuellement, les défauts comportementaux s'aggravent, le capital politique s'étiole, ce qui relève de la réflexion s'affaiblit, la seule manière d'exercer durablement cette fonction, c'est de le faire de manière royale, c'est-à-dire à mi-temps, comme le font les rois. Si vous jouez au golf le lundi matin et que vous passez 1 heure dans les librairies l'après-midi comme Mitterrand, vous avez une autre approche du boulot, mais quand vous le pratiquez comme un super technocrate, vous terminez le mandat lessivé. Donc en fait, c'est quand même amusant de parler de super technocrate quand on a soi-même poussé le concept de cercle de la raison pendant des décennies et qu'on se rappelle que le macronisme initial, c'est quand même du Alain Minc traduit en politique. Dans le jeu. Joachim, le floc Imad. Non, mais moi, je trouve que la phrase la plus forte, c'est « il nous a échappé, notre créature nous a échappé ». C'est ça qui l'énerve le plus, on a bien compris. Comment ? C'est ça qui l'énerve le plus. Ah bah oui, mais il m'écoute plus. Notre créature nous a échappé. Mais même ce qu'il dit, vous voyez, quand il dit « j'ai défendu Valérie Pécresse », donc, dans le système politique, il nous explique que voilà, il y en a un qui est épuisé, on va en prendre un autre. Oui. Tout ça est la même chose. C'est dramatique comme phrase. Enfin, je veux dire, c'est exactement ce qu'on retrouve, la colère qu'on retrouve dans les urnes, me semble-t-il, hein, d'un côté comme de l'autre. L'alternance unique. Des gens, à la mec, ils volent, voilà. Ils savent tout sur tout. Un jour, tu lui as donné une entreprise et on a été obligé de la fermer 3 mois après. Tu lui donnes le réel franc prix du coin. Je pense que l'entreprise serait coulée en 3 mois, mais ils savent tout. C'est pas la première fois c'est des gens qui savent absolument tout sur tout. C'est magnifique d'ailleurs. Élodie Huchard, le Conseil des ministres. Oui, alors là, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir effectivement, on annonce des changements de préfet, de direction de la police, etc. Donc, est-ce une réalité ou pas ? Alors on sait que c'était évoqué autour du président de la République. La question, c'est de savoir maintenant que ça a été bruité par la presse, notamment par nos confrères du JDD, maintenant que Marine Le Pen est montée au créneau, est-ce que oui ou non il va y avoir ces nominations parce qu'elles ne sont pas non plus urgentes, nous dit l'Élysée. Donc après tout, il pourrait attendre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de postes qu'Emmanuel Macron voudrait revoir. La direction de la police nationale et de la gendarmerie nationale, parce que les 2 personnes en poste partent à la retraite. Donc il voudrait nommer dès maintenant pour une prise de poste effective, plutôt en fait après les JO. Mais c'est évidemment un moyen de se dire qu'il les aura nommés avant une potentielle cohabitation. Et puis un certain nombre de préfets aussi qui pourraient changer. Alors pour remercier notamment des conseillers, on entend des noms qui circulent un peu, des conseillers actuellement à l'Élysée ou d'anciens conseillers de l'Élysée qui seraient remerciés d'avoir servi le président de la République pendant 7 ans ou moins et qui pourraient devenir préfets. Alors ça c'est quasiment toujours fait. Quand vous savez que vous allez quitter le pouvoir ou là il ne quittera pas le pouvoir, il y aura potentiellement une cohabitation. Bon. Vous avez envie de remercier les proches et de mettre des fidèles. Ça fait très fin de règne quand même. Ouais. Oui, parce que d'habitude c'est effectivement plutôt quand le président arrive. Il y aurait, paraît-il, un nouveau directeur général de la police. Ce serait Alexandre Brugère, le directeur du cabinet de Gérald Darmanin. Vraiment policier. Voilà. Et pas vraiment policier. Et pas vraiment policier au demeurant. Et il est candidat aux législatives pour Renaissance. Oui. Donc, c'est un très proche de Gérald Darmanin, en fait, qui a le profil très politique aussi autour de Gérald Darmanin, qui le conseille depuis des années. Comment dire, le directeur de la gendarmerie également serait nommé, c'est un macroniste pur sucre, mais ce qui est plutôt logique que les directeurs généraux soient politiser à ce point la direction de la police, je sais pas si c'est la bonne idée en ce moment. Oui. Et là, on est dans le prospectif, mais déjà des changements qui ont été faits. Il y a quand même 3 recteurs qui ont été nommés. C'est pas rien. On a mis des proches du chef de l'État à des postes très importants à l'éducation nationale. Et c'est totalement en rebours de l'esprit de la Constitution qui rappelle que le Premier ministre dispose de l'administration. L'administration est dans une fonction d'exécution. C'est le politique qui fixe le cap.
Bon, il y a quelqu'un qui me dit à la main qu'a coulé Cérus, la holding de Carlo De Benedetti. Oui, c'est ça. Oui, donc, bon. Mais ça ne devait pas être de sa faute, je pense. Oui, voilà. Ça ne devait pas être de sa faute. Non.